leur accès est devenu très peu coûteux. On le voit avec ChatGPT. Voilà, 20 € par mois pour pouvoir générer des contenus très facilement, par exemple des campagnes de phishing de façon automatisée et voilà. Et donc là, on voit que le risque de fraude est très important. Et puis enfin, le manque d'intégrité des données, hein, puisque aujourd'hui, on peut demander à des IA de nous expliquer, alors en contournant un peu le système, on va dire, de nous expliquer que la Terre est plate et de construire un discours autour de ça. Donc il y a quand même aussi des sujets autour de la production scientifique. Merci. Avant de passer la parole à Guy-Philippe, je vois que Cécile veut... Je voulais juste rebondir sur une chose qui m'a beaucoup interpellée dans l'exposé de Sandrine. C'était le langage. Le langage, c'est évidemment le reflet de la perception que nous avons de notre environnement, mais aussi de nous-mêmes. Et moi, ce qui me frappe depuis plusieurs années déjà, c'est le langage que nous employons pour nous définir nous-mêmes. Dans le rapport à l'autre, nous ne sommes plus reliés, nous sommes connectés. Nous devons réinitialiser notre logiciel. Nous n'avons plus des absences, nous avons des bugs. Et je me suis posé la question, pourquoi nous, dont finalement peut-être le sens de l'existence est d'exister par nous-mêmes en tant que sujet, pourquoi nous nous identifions dans notre langage parfois à des machines, à un objet ? Et je pose la question justement, qu'est-ce que ce langage que nous employons dorénavant dit de nous-mêmes, du rapport au monde et du rapport que nous avons dans l'altérité aux autres et même comment nous nous envisageons nous-mêmes. Voilà, ça m'a interpellée. Merci beaucoup Cécile. Guy-Philippe, Guy-Philippe va nous projeter quelques slides. Oui, des slides très importantes. N'hésite pas à les commenter parce que j'ai peur que ça soit un petit peu petit, tu vois. Je veux beaucoup parler, voilà. Et je veux rebondir sur ce qui vient d'être dit sur qu'est-ce que le langage exprime notre société. Le langage souvent exprime en fait la manière dont on crée ou on défend la valeur. Alors j'ai une approche un peu marxiste, matérialiste. L'infrastructure détermine la superstructure. Ce qui est important, c'est la manière de produire la valeur, la richesse. Et donc je vais évoquer trois très profondes révolutions disruptives sur lesquelles l'intelligence artificielle pourrait agir. L'une sur la création et la défense de la valeur, parce qu'on est quand même ici au FIC. La deuxième sur l'organisation du travail. Et la troisième sur les implications politiques, voire géopolitiques, dans un contexte un petit peu particulier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors donc, les très belles slides qui arrivent. Premier élément sur la production et de la valeur de la richesse et sa défense. Alors, dernier rapport IBM, MIT, janvier 2024, qui dans les entreprises utilise utilise l'IA. Aujourd'hui, environ 80% des entreprises dans ces deux surveys utilisent l'IA, avec autour de 30 à 40% d'usages qui sont déployés donc en production, et dans 40% des cas environ, un usage encore un peu expérimental, avec un mélange entre IA prédictive, machine learning, etc., et IA générative, tout ce qui est apparu avec GPT-3, 3.5, 4, etc. Et derrière, donc, forcément, à chaque fois qu'on rajoute une couche dans notre layer technologique, un nouveau risque. Donc là, on a très classiquement un grand risque IT autour de l'IA. Lorsque on pose la question au CISO, au RSSI, à travers le monde, la réponse c'est que oui, si je me projette à 5 ans, dans 60% des cas, donc c'est la petite slide que vous voyez là, il y aura une transformation du paysage de risque. Et quel est le premier risque qui est aujourd'hui identifié? Donc ça, c'est chez Herlick et Struggles, c'est les avocats aux États-Unis. À 46% des cas, ça va être l'IA. Lorsqu'on demande chez Gartner, lorsqu'on demande d'autres surveys, également le premier risque ou les trois premiers risques nouveaux qui émergent, c'est le risque IA. C'est normal, puisqu'à nouveau, on a une nouvelle couche qui semble utilisée, voire très utilisée, et d'une façon extrêmement rapide. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, ça, en termes de problèmes de sécurité? Comme d'habitude, on est à nouveau dans une dialectique des voleurs et des policiers, où les voleurs, potentiellement, ont peut-être un risque d'avance. On a des stats qui montrent qu'il y a le choc qui est en train de monter. Sur le phishing, il y a un survey de SlashNet Report qui montre qu'on a une augmentation entre le dernier quarter 2022 et le troisième quarter 2023 d'environ 1265% d'augmentation d'attaques de phishing
amplifiés, augmentés par l'IA générative. Et toutes les semaines, on voit apparaître sur le Darknet des formes sophistiquées, plus ou moins, de moteurs IA pour développer des malwares, pour développer du phishing, pour identifier où se trouvent les personnes juste avec une photo. Dernière en date, Dark Gemini. Et puis vous avez dû entendre au cours des 2 derniers jours les Black Mamba, les Fraud GPT, les Worm GPT, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ça sur l'évolution du choc? Un mot très important, la démocratisation des moyens de l'attaque. Et ce terme, il est fondamental parce qu'en fait, c'est celui qu'on va retrouver avec toutes les 2 autres transformations de l'IA. Et donc là, je vais passer à la 2e slide. Hop, sur l'organisation du travail. Parce que le point de choc avec lequel on est avec l'IA, c'est qu'il y a une forme de commoditisation, si vous me permettez cet anglicisme, de l'expertise. Vous allez sur des bases de données qui sont bien renseignées et qui sont désormais alimentées par les LLM et demain des choses encore plus complexes. Vous avez toute l'expertise générale, voire toute l'expertise de l'entreprise qui sont tout simplement en dessous de vos doigts. Il suffit de demander, il suffit de poser la question. Et cet élément de démocratisation, il est extrêmement fort. Il change aussi la manière de travailler parce que lorsqu'on est avec des chatbots, tout d'un coup, on redécouvre ce qui était l'échange socratique. On apprend avec le chatbot, on échange avec le chatbot de la même façon qu'on devrait échanger plus avec nos collaborateurs. Et derrière ça, ça pose la question évidemment de où se trouve la valeur. Parce que s'il y a une commoditisation de l'expertise, on risque d'avoir ce que Nicolas Dufourcq de la BPI appelait l'effondrement des classes moyennes des créateurs. Ça, il l'évoquait pour tous les gens qui font du design, de la création d'images et qui ont vu apparaître Midjourney, etc. Mais on pourrait étendre ça en disant il va y avoir un effondrement des classes moyennes, non pas des gens qui sont dans la création, mais des gens qui sont dans la décision. Puisque la donnée d'expertise et la capacité à réfléchir dessus, aujourd'hui, elle va être distribuée à tous. Il n'y aura plus de silos, il n'y aura plus de grands Manitou qui savent. Bon, et ça, on le voit dans plein de cas industriels qu'on voit apparaître depuis les 6 derniers mois d'ailleurs. Et ça va avoir évidemment un impact très important sur l'organisation du travail. Ça va forcer à se reposer la question où est la valeur de l'employé. 2 choses importantes. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est 2 exemples qui ont été faits dans des cas professionnels très différents. C'est des études très récentes. L'une qui a été faite par la NBR aux États-Unis et l'autre qui a été faite par Harvard Business Review, Harvard Business School. L'un sur les gens qui sont dans les call centers, donc une large partie en Philippines, 5000 personnes, et l'autre sur des consultants de BCG. Dans les 2 cas, on voit une augmentation très forte de la productivité via l'utilisation de chatbots. Et je dis qu'elle est très forte parce que là, on a des outils qui viennent d'être introduits. Donc la courbe d'expérience, normalement, elle va prendre, quand on introduit un nouvel outil, elle va prendre 6, 12, 24 mois pour vraiment faire tous ses effets. Là, on voit tout de suite une augmentation générale de la productivité. Ce qui est frappant, et ça c'est le point le plus important pour moi de cette slide, c'est qu'en réalité, cette augmentation de la productivité, elle n'est pas répartie également pour tous. Ceux qui en bénéficient le plus, ce sont ceux qui étaient initialement mal notés, mal formés. C'est-à-dire la classe du bas augmente beaucoup plus vite que la classe du haut. Et ça, c'est un effet extrêmement fort d'égalisation vers le haut de la production du travail. Ce que ça veut dire, et c'est aussi une expression justement de cette commoditisation de l'expertise. Ce que ça veut dire pour la transformation de la manière d'organiser le travail, c'est qu'on va aller de plus en plus chercher les gens qui sont capables d'aller à la frontière de la connaissance, puisque être en dessous de la frontière, tout le monde va être capable de le faire. Et donc ça veut dire qu'on va mettre en avant encore plus ceux qui sont capables d'aller faire de l'expérimentation, de l'innovation, etc. Et un autre point qui va être reposé, c'est de se poser la question, mais pourquoi je le fais ? C'est toujours une question absolument fondamentale que très souvent auquel on répond mal. Si vous êtes dans l'immobilier et que vous faites de la maîtrise d'ouvrage et que ça se fait par comité, ça peut être une catastrophe. Savoir vraiment qu'est-ce que l'on veut, c'est une question très importante. C'est ce qui va être reposé par l'IA. Bon. Donc, on voit potentiellement une transformation de l'organisation du travail. Qui dit transformation de l'organisation du travail dit transformation de l'organisation de la société. Et on risque d'avoir des risques politiques et géopolitiques s'ils ne sont pas bien préparés. Et alors, la manque de bol, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, on est déjà depuis une trentaine d'années dans une transformation très profonde et très grave de nos sociétés, avec des effets de polarisation extrêmement forts dans le monde occidental. Et ça, c'est ce qu'on voit dans
c'est l'avant-dernière slide, où, justement, parce qu'on était dans des sociétés relativement inégalitaires sur l'accès au talent, qui ont augmenté les inégalités sociales, on a vu une augmentation de la polarisation politique, et pas que, d'ailleurs, on le voit aussi dans l'augmentation de tous les cadres de désordre mental, de ce que l'économiste anglais Angus Deaton appelle « death of despair », les gens qui sont tellement mal qu'ils vont finir par se suicider. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple, les États-Unis au cours du dernier siècle. Et ça démarre avec une polarisation qui était assez forte et pas mal de suicides ou de gens qui se tuent par alcoolémie. Et puis, au fur et à mesure du siècle, ça a baissé, et puis ça a remonté très fortement à partir des années 70. Et j'insiste sur ce point-là parce qu'évidemment, les réseaux sociaux et les deepfakes employés par l'IA peuvent augmenter cet élément-là, mais on voit une tendance qui est beaucoup plus forte et qui est beaucoup plus ancienne. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Et pourquoi je vous parle de tout ça avec l'ultime effet extrêmement fort de l'IA? C'est que, face à cette polarisation, il y a un exemple de dépolarisation de la société américaine au cours de la première partie du XXe siècle, qui a été mise en avant par une personne qui vient d'obtenir le prix Nobel d'économie, Claudia Goldin. Elle a obtenu pour ses travaux excellents sur les inégalités hommes-femmes, mais elle a aussi fait des travaux très importants sur un point critique, et je reviens d'ailleurs un peu sur les conditions de cybersécurité, la course de vitesse entre les voleurs et les gentils, sur la course entre la technologie et le travail. Et dans le travail, l'éducation. Et dans cette première partie de la courbe que vous voyez là, qu'est-ce que vous voyez en fait? Une révolution profonde aux États-Unis qui s'appelle le High School Movement, où tout d'un coup, on a dit aux jeunes Américains, vous allez aller au niveau lycée, au niveau bac. Et donc, entre 1910 et 1940, on est passé de 10% de la population qui était au niveau bac à 50%. Les États-Unis étaient les premiers en Occident à le faire. Nous, en Europe, on était un peu plus en retard. Et après, avec GI Bills, eh bien, ça s'est poursuivi et on a eu une proportion plus forte de la population qui a atteint le niveau de l'instruction tertiaire, l'université. Sauf qu'à partir des années 70-80, ça s'est bloqué. Et c'est une des grandes explications que met en avant Claudia Goldin sur l'explosion des inégalités. Et donc, ultime point, pourquoi à nouveau je vous parle de tout ça en parlant de l'IA? Parce que l'IA, via le mentoring, a une capacité extraordinaire, potentielle, dont peu de personnes parlent, mais j'exprime là des choses et des conversations que je peux avoir avec des gens de l'UNESCO, où tout d'un coup, on va pouvoir avoir un mentor personnel à un coût entre 0 et 20 $ par mois aux autorités publiques de choisir et de négocier comme il faut, de façon à pousser ce niveau d'éducation qui coûte très cher au niveau tertiaire pour tous et également faire la même chose sur la formation professionnelle. Et ce que je veux dire par là, c'est que on a évoqué les questions d'adaptation. Oui, il y a une question d'adaptation, mais l'IA qui pose un problème d'adaptation offre elle-même un outil pour se réadapter à un coût moins cher à quelque chose qui est fondamental, qui est la meilleure éducation pour tous pour réégaliser la société. Voilà. Merci. Sandrine va prendre la parole. T'arrives peut-être à réagir par rapport à ce que vient de dire Guy Philippe ou après l'intervention de Sandrine? On peut après. Voilà. Bah donc, merci. Allez, Sandrine, et comme ça, Tariq réagira sur une manière plus globale. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Il y a du stress, hein, de l'urgence. Vous l'avez vu. Il y a des petits mots comme des mots un petit peu difficiles quand on parle de l'IA. Alors, je vais revenir sur un sujet légèrement plus philosophique, je dirais, avec une toute première question, c'était de savoir finalement de quelle intelligence on faisait preuve quand on utilise des systèmes d'IA aujourd'hui. L'idée, c'est, je vais peut-être vous poser la question, parmi vous, qui n'a jamais utilisé ChatGPT? Je voulais faire ça parce que j'ai quelques mains. Si, quand même, je m'attendais à moins que ça, mais c'est quand même intéressant. Aujourd'hui, il faut voir que ce qu'on voit dans les entreprises et même personnellement, c'est souvent on essaye d'utiliser l'IA pour augmenter la productivité. On en a parlé. C'est pour nous faciliter la vie. Moi, personnellement, j'utilise ChatGPT. Pourquoi ? Pour me permettre de faire des choses qui me prendraient une demi-heure parce que j'ai un petit syndrome de la page blanche, parce que je sais pas par quoi partir, et puis finalement ça me donne des inputs pour commencer quelque chose. Puis après je vais y rajouter ma propre intelligence qui va faire quelque chose qui me correspond un peu mieux. Alors est-ce que c'est pour gagner du temps ?
parce qu'enfin, on croit qu'on a accès à des systèmes qui sont complètement gratuits, donc on a l'impression d'avoir des outils, des armes qui sont accessibles aujourd'hui qui ne l'étaient pas avant. Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, on a des systèmes qui vous permettent de remplacer des systèmes payants? Aujourd'hui, je peux faire un agent de voyage sur ChatGPT, lui demander de me faire un parcours en Sardaigne en me mettant toutes les choses intéressantes à voir. Je n'ai pas besoin d'aller dans l'agence de voyage pour qu'il m'explique la même chose. Donc du coup, cette question, c'est très très important. C'est qu'est-ce que je cherche en fait en utilisant ces systèmes d'IA? Là, aujourd'hui, plus que jamais, la bataille du libre arbitre fait complètement rage. En fait, il ne s'agit pas de croire que l'IA va complètement nous remplacer l'expérience et la connaissance. Aujourd'hui, si vous faites passer un examen à ChatGPT, il a à peu près 11 de moyenne. Il n'a pas 18 de moyenne. Aujourd'hui, il y a des étudiants en droit qui vont utiliser ChatGPT. On va s'apercevoir que petit à petit, quand ils utilisent ça, tout le monde fait à peu près les mêmes réponses. Est-ce que c'est ça qu'on attend de l'éducation? Est-ce que c'est ça qu'on attend de vous? Je ne crois pas. Le plus important et ce qui fera votre force demain, c'est ce que vous êtes vous, ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce que vous pouvez en faire. Et avec ça, avec les systèmes d'IA, vous pouvez avoir des armes absolument incroyables. Tout d'un coup, vous avez un marteau extraordinaire. Après, c'est à vous de savoir où vous plantez les clous. Hein. Ça reste toujours... Aujourd'hui, on en est dans les systèmes. Je ne crois pas qu'on puisse reprocher à l'IA de... chez les experts comptables, il y a des gens qui sont payés à extraire des données des factures pour les mettre dans des systèmes comptables. Est-ce que c'est vraiment une vie super agréable? Je ne suis pas certaine. Est-ce que ces gens-là n'ont pas envie de faire autre chose? Je pense que oui. Est-ce qu'ils ont d'autres compétences? Effectivement. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent d'extraire des données de manière complètement automatique et qui permettent de faire de la comptabilité de manière quasi automatique. Ça n'empêche pas d'avoir besoin d'experts comptables quand même. Et ça permet effectivement d'élever un petit peu le niveau de ce qu'on attend des gens. Ce qu'on retrouve sur la courbe tout à l'heure que vous nous avez montré en disant qu'effectivement, c'est aussi vers le bas, je dirais, sans notion de classement, bien sûr, qu'en fait, on voit que ça amène énormément de choses liées à ce niveau-là. Aujourd'hui, quand vous demandez souvent à des producteurs, des concepteurs de systèmes d'IA, ils sont souvent très embêtés pour vous expliquer comment ça marche, parce que même eux, des fois, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur des systèmes neuronaux. Ils savent pourquoi est fait leur outil, ils savent pourquoi il est paramétré, ils savent quel est l'objectif. Mais des fois, ça ne donne pas toujours la même réponse. Puis eux, ils ne savent pas trop vous dire pourquoi. C'est normal. Est-ce que vous savez dire pourquoi votre cerveau répond telle ou telle réponse à une question? On ne sait pas. Parce qu'on n'a pas encore cette connaissance-là, peut-être dans des centaines d'années. Et puis, il y a quelque chose sur l'impact de l'IA sur nos sociétés. Vous avez tous entendu parler des biais. Cette fameuse histoire d'Amazon qui... avait fait une IA pour les CV et puis finalement se retrouvait avec des CV uniquement masculins parce que tout simplement, en fait, il avait été entraîné sur les CV d'Amazon qui avaient exclusivement du personnel masculin dans ses développeurs. Pourquoi? Parce que le monde des développeurs est un monde qui est quand même majoritairement masculin. L'IA avait considéré qu'être une personne féminine, c'était un critère discriminant et que c'était pas une bonne idée. Pourquoi? Mais ça, c'est basé sur la réalité. C'est pas l'IA qui nous le dit. L'IA ne fait que remettre en exergue des choses qui sont déjà présentes dans notre société. Et à partir de là, c'est vraiment cette question-là. De quelle intelligence faisons-nous preuve quand on utilise ces systèmes? Est-ce qu'on les connaît vraiment bien? Est-ce qu'on sait les utiliser de la bonne manière? Et surtout, s'empêcher de prendre les réponses des systèmes d'IA comme... je ne parle pas des systèmes qui sont utilisés dans les entreprises qui sont faits pour faire des choses très simples. Je parle des systèmes plutôt sur la générative, tout ce qui est génération de contenu. Il faut vraiment que vous remettiez votre esprit critique, votre réflexion, vérification. Moi, je vous conseille, utilisez l'IA générative sur un sujet que vous connaissez extrêmement bien. Et là, vous allez voir. Vous allez pouvoir voir la différence. Et quand vous utiliserez l'IA générative sur un sujet que vous connaissez moins bien, vous aurez tous les outils et toutes les clés pour voir quels peuvent être un petit peu les défauts de cet outil et là où vous pouvez amener votre propre intelligence. Et je terminerai juste un truc sur la technologie de manière générale. On ne peut pas dire que la technologie fasse appel beaucoup à ce qu'il y a d'humain chez nous. Et il y a une part humaine de notre intelligence qui n'est pas du tout retranscrite, qui n'est retranscrite dans aucune technologie en fait. Et à partir de là, quand vous utilisez une technologie, vous n'allez pas avoir d'état d'âme. On ne vous demande pas d'avoir d'état d'âme. Il n'y a aucune technologie qui a des états d'âme, alors que vous avez des états d'âme. Et c'est ça qui fait que vous êtes humain. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant votre point de vue. Donc,
quelle intelligence on fait preuve en utilisant le système d'IA? Ça facilite énormément la vie, hein, moi j'adore. Hein. Mais est-ce que dans la technologie, notre humanité est une plus-value? Oui, certainement, et il faut surtout garder ça. Merci beaucoup Sandrine. J'ai noté cette idée intéressante. Vous connaissez un sujet parfaitement, testez-le et vous allez voir. Et c'est comme ça qu'on développe son esprit critique, parce que trop souvent, on gobe tout ce qui est dit. Vous savez, dans ma jeunesse, hein, il y avait des programmes télé et il y avait des pubs. On mettait un bandeau en travers, vu à la télé. Donc ça voulait dire, si c'est vu à la télé, c'est bon. On achète. Bon, en fait, on vendait aussi beaucoup de cochonneries comme ça. Et c'est pas vu sur Internet, vu grâce à l'IA. C'est, on le dit, je vérifie. Je ne suis pas un gogo. Voilà. Je suis quelqu'un de responsable. Je ne suis pas un gogo. Il faut avoir de l'amour propre. Le premier, comment dirais-je, critère comment dirais-je, de la caractéristique de celui qui sait discerner, esprit critique, c'est d'avoir un amour propre. Je me ferai pas avoir, voilà. Et je rebondis juste sur une petite notion d'esclave du monde numérique que j'ai entendue tout à l'heure, qui est tout à fait vraie. On se pose toujours la question. C'est toujours des sujets hautement politiques, hautement géopolitiques. Personnellement, je pense que si à un moment on est esclave, c'est qu'on a perdu la bataille. Ce serait vraiment dommage d'en arriver là. Alors utilisez votre cerveau et surtout utilisez ce qui fait que vous êtes vous-même. C'est ça qui est important. Merci. Tariq. Pardon, juste vraiment 2 mots. Juste pour rebondir, on n'est pas des gogos, mais quand même, il y a 2 traits de personnalité qui nous poussent parfois à l'être. C'est la désignation de l'objet de désir dont parlait René Girard, où l'objet de désir est toujours désigné par un tiers. Donc quand vous disiez, on nous a dit vu à la télé, bêtement on allait là-dedans, mais parce qu'on nous dit, la majorité dit que c'est bien et on a tendance à la suivre, et c'est quelque chose dans la justice prédictive, quand on a essayé de la mettre en place, qu'on a constaté. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a aussi la notion d'effort, c'est-à-dire que les magistrats qui, face à une probabilité de décision, allaient dans le même sens, par peur en fait qu'on leur reproche de ne pas avoir pris la bonne décision et d'aller finalement dans le sens de la recommandation. Donc il y a à la fois la désignation que la majorité finalement, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Alors je ne parle pas de la générative, c'est effectivement de la grosse statistique, c'est-à-dire qu'on va mixer plein de contenus pour en sortir la tendance majoritaire. Et effectivement, pour que l'être humain s'oppose à la tendance majoritaire, il faut beaucoup de personnalité. Et on s'est aperçu sur le terrain que des gens qui avaient de la personnalité, qui étaient prêts à assumer leurs décisions jusqu'au bout, à dire le contraire de ce que disait la machine dans le domaine judiciaire, ils n'étaient pas si répandus que ça. Merci. On y reviendra sur ce point-là. Tariq. Oui. J'allais commencer par rebondir sur ce que vous avez dit. On n'est pas des gogos, mais on est dans un monde finalement où l'être humain est une, machine, un être que l'on peut manipuler à foison. Et quand on parle d'IA, à mon avis, il faut faire attention à 2 choses. Il y a la question de l'idéologie, on y viendra. Aujourd'hui, les services qu'on nous propose sont construits dans un but. D'une certaine manière, avec le cloud, quand on savait développer des logiciels, on les a packagés et on les revend en location. Et le modèle de ChatGPT, de Midjourney, c'est un peu la même chose avec notre autonomie cognitive. D'une certaine manière, une machine a appris pour nous et on va payer pour qu'elle fasse. Alors, est-ce que c'est de la productivité? Est-ce que c'est de la paresse? C'est une question. C'est la même chose avec la livraison à domicile. Tous les services qui ont été construits, à commencer par les réseaux sociaux, ça c'est très intéressant. Ce qu'on sait peu sur l'histoire des réseaux sociaux, c'est que au moment où Facebook, où tous ces premiers produits arrivent, alors on est sur le web, on n'est pas encore sur le mobile, rencontre Daniel Kahneman, qui est malheureusement décédé récemment, qui était prix Nobel, mais qui a aussi travaillé sur les questions de la manipulation du cerveau, les besoins du cerveau. Et d'une certaine manière, il y a eu autant de psychologues, de psychanalystes qui ont travaillé sur ces outils, que ce soit chez Facebook, chez LinkedIn, dans toutes les grandes plateformes, que d'ingénieurs. Et donc au départ, ce qu'on construit, ce n'est pas des services qui vont nous satisfaire, mais ce sont des services qui vont comprendre comment on fonctionne. Et une fois qu'ils ont compris comment on fonctionne, on devient prisonnier, qu'on le veuille ou non. Je connais parfaitement les choses de design et pourtant quand je prends mon téléphone sur Instagram, 10 minutes de ma vie ont disparu parce que je ne peux pas m'empêcher de scroller, parce que les outils ont été pensés pour être addictifs. De la même manière qu'on met du sucre, du sel
et de la graisse. Vous savez, il y a un livre aux États-Unis qui est sorti il y a des années qui s'appelait justement Sugar, Salt and Fat, qui expliquait comment on construit certains produits. Par exemple, quand vous allez acheter des McNuggets ou des nuggets de poulet, il y a eu 1000 nuggets qui ont été testés. Il y en a une dont le mélange de sucre, de sel, fait que quand vous en prenez une, vous êtes obligé d'en prendre une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et donc, tous ces outils ont été construits avec des techniques d'addition. Donc, quand on nous explique qu'on va réguler, on en parlera tout à l'heure, il faut bien comprendre d'abord qu'on n'a pas beaucoup de contrôle. L'autre chose, c'est qu'il y a une mythologie qui est fascinante, c'est que la science-fiction a défini ce que devait être l'intelligence artificielle. Ça va du très positif, puisque vous avez Planète Interdite, qui est un des films incroyables. Toutes les décennies, il y a un film qui sort du lot. Et dans les années 50, c'est celui-ci, avec un robot positif. Et puis ensuite, il y a 2001, l'Odyssée de l'espace, où là, évidemment, tout le monde va regarder ses ordinateurs avec suspicion. Et ce qui est très intéressant, c'est que, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on parle souvent d'utiliser du langage informatique pour définir le cerveau. Le cerveau n'est pas une machine. D'ailleurs, curieusement, dans l'histoire, on a toujours choisi la technologie la plus avancée pour essayer d'expliquer la manière dont on fonctionne. Quand on fabriquait des viaducs, des canaux, on pensait en fait que le corps humain était un ensemble de liquides qui s'animaient. Ensuite, on a découvert l'électricité. Et là, donc, en fait, le cerveau, ce sont des impulsions électriques. Puis ensuite, l'informatique. Et là, ça devient en fait un ordinateur. Puis maintenant, on est dans l'informatique quantique. Donc, on nous dit, en fait, le cerveau, c'est pas ce qu'on disait avant, c'est un ordinateur quantique. Donc en fait, à chaque fois, nos limites de compréhension sont aussi limitées par la plus haute technologie du moment. Alors, je suis absolument d'accord avec vous là, sur l'IA. Un des grands problèmes, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi ça marche aussi bien. Et ça, c'est un vrai sujet. On comprend pourquoi ça marche, mais aussi bien, c'est impossible. C'est absolument impossible. J'ai de mes anciens employés qui travaillent chez OpenAI dans les boîtes d'IA, et à chaque fois qu'on discute, alors, c'est incroyable. Et alors, pourquoi ça marche? Ça marche. Alors, une des choses importantes, c'est que une des raisons, quand je parle d'idéologie, c'est que quand on a inventé l'informatique, on avait une loi qui n'est pas une loi, qui est plutôt un métronome d'ailleurs de l'innovation. On l'appelle la loi de Moore. C'est-à-dire tous les 18 mois, la puissance de calcul augmente. Au départ, c'était vrai, et puis ensuite, c'est devenu une nécessité. Et dans l'intelligence artificielle, il y a une loi un peu similaire qui s'appelle Law of Scale, qui s'explique de manière très simple. C'est plus on met de données, un jour, on a mis tellement de données, on a mis tellement de puissance de calcul, et soudain, les choses se sont mises à marcher. Des choses qui marchetaient. Il faut se rappeler que la voiture sans pilote, ça commence dans les années 80, et on reprend dans les années 2010, quand il y a eu les expériences de Google, Tesla, etc. La technologie n'a pas changé. Mais par contre, la puissance de calcul a changé, les données, et soudain, ça marche. Et donc, si ça marche, il faut mettre plus de données, il faut mettre plus de choses. Et soudain, on a pris la culture mondiale, l'ensemble des choses qui constituent notre culture, que ce soit des photos, des images, des vidéos. On a scanné tout YouTube, tout Wikipédia. On pense que la plupart de ces plateformes ont pompé tout le contenu en pirate, comme quand vous faites du BitTorrent pour télécharger des films. Ils ont fait la même chose avec toute la littérature mondiale. Alors, c'est un nom très scientifique, ça s'appelle Common Crawl. Mais derrière ça, on pense qu'il y a toute la culture du monde qui a été ensuite phagocytée, digérée, qui est ensuite, d'une certaine manière, retranscrite comme une culture orale. Vous savez, dans les villages, vous avez toujours le grelot, la personne le vieux sage, qui raconte l'histoire du village, les normes, les règles. Mais en fait, il s'en rappelle parce que son grand-père lui en a parlé, et puis il répète les choses, et puis de temps en temps, l'histoire change un peu, il l'embellit, il n'aime pas telle personne, donc elle n'existe plus. D'une certaine manière, on va se trouver dans une situation assez fascinante, c'est que ces large language models sont l'équivalent de ce vieux sage, et la question, c'est qu'on ne sait plus si ce qu'il dit est vrai ou faux. Et ce qui se pose une question, c'est qu'en fait, on est dans un double combat. Il y a un combat pour la puissance et de dire est-ce que la machine doit faire tout ce que l'on fait. Alors là, c'est un combat qu'on a peut-être perdu parce que la paresse est toujours plus forte.
Pourquoi se faire livrer des courses alors que le magasin est en bas de chez soi et qu'on paye quelques euros pour avoir quelqu'un? Ces services paraissent insensés, mais ils marchent. Donc, pourquoi ne pas se retrouver dans une situation incroyable où vous faites un rapport que vous n'avez pas écrit à une audience qui ne va pas le lire. Donc, on est dans un domaine complètement irréaliste. Et donc, la première chose, c'est cette law of scale, mais la deuxième chose qui me semble importante, c'est qu'on est dans un modèle où le substrat de base de ces intelligences artificielles génératives, c'est important, tu as parlé de prédictif et de génératif, c'est pas la même chose. Le prédictif s'appuie sur des données. En fait, j'aurais dû commencer par là. S'il y a trois choses à comprendre sur la révolution en cours, c'est qu'on est passé d'un monde déterministe, les mêmes conditions de départ donnent le même résultat, à un monde non déterministe. Prenez un prompt et vous avez tout le temps des résultats différents. La deuxième chose, c'est qu'on est passé des algorithmes où les données étaient des paramètres à des modèles. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on entend les algorithmes d'intelligence artificielle, non, il faut bien parler de modèles. Parce que là, ce sont des données en apprentissage. Et puis une autre chose importante, c'est qu'effectivement, quand on est le substrat de l'IA prédictive, ce qu'on appelait l'IA il y a 5-6 ans, les voitures qui analysent la base, c'est les données. Alors que dans l'IA générative, la base, c'est la culture. Quand on commence à travailler avec des mots, des phrases, quand avant on travaille avec des lettres, ce sont des données. Quand on travaille avec des mots et des phrases complètes, on est rentré dans de la culture. Et donc en fait, il y a deux batailles. On nous parle souvent de la bataille entre les États-Unis et la Chine, parce que c'est vrai que l'IA aura des conséquences militaires. Maintenant, vous êtes dans des systèmes, vous avez des drones autonomes, des zones entières où quand un être humain aura une durée de vie de moins d'une minute, puisque vous êtes dans des systèmes où les drones analysent, vous tombent dessus, ce sont des drones autonomes. Donc c'est le monde horrible des guerres, malheureusement, qui sont en train de se passer. L'Ukraine a été d'ailleurs une bascule. Hein. Ça pose énormément de questions, mais j'entrerai pas là-dessus. Mais si vous voulez, l'autre guerre qui est intéressante, c'est la guerre entre les États-Unis et la Silicon Valley, qui considèrent qu'il va falloir absorber et transformer la culture comme une matière fossile, hein, comme quand on prend du pétrole, qui reste une matière fossile, qu'on raffine ensuite pour la revendre dans des stations-service, et l'Europe qui est un paradis culturel, donc qui est normalement devrait être très riche dans ce monde de la donnée. Et cette bataille, elle va se livrer autour de deux choses. Est-ce que l'on préserve la culture sous sa forme originale, donc l'archive, les bibliothèques, ou est-ce qu'on considère que les bibliothèques, comme dans Fahrenheit 451, n'ont plus de nécessité et on va utiliser ces intelligences artificielles qui vont nous réexpliquer des choses. On ne sait pas si c'est vrai ou faux d'ailleurs. D'ailleurs, on n'a plus accès à la source initiale. Et donc là se pose une vraie question. C'est que, comme tu le disais, moi je ne crois pas que l'IA aura un impact important sur l'emploi, tout simplement parce qu'on est dans un effondrement démographique des compétences. Ce qu'on appelle les baby boomers, ou que les jeunes appellent les boomers, sont en train de partir à la retraite avec tout le savoir-faire industriel. Notre génération et ce qu'on appelle les millennials, on considère toujours que les millennials sont très jeunes, mais en fait les plus âgés ont 44 ans, se retrouvent avec la pression. Et il y a une nouvelle génération qui arrive, et la question qui va se poser, c'est comment maintient-on... Alors, ils sont moins nombreux, ils sont moins bien formés, mais ce n'est pas forcément de leur faute, et ils sont moins motivés, et je le comprends parfaitement, parce qu'ils arrivent dans un système où il y a une architecture extrêmement lourde. On leur dit, maintenant, toi, tu es la personne X qui va s'occuper de faire ça dans telle organisation, et les gens disent, ah non, mais c'est pas ce que je veux dans ma vie. Et donc, la question qui va se poser, c'est est-ce que l'IA va permettre la continuité des compétences, du savoir-faire, ou est-ce qu'on est dans un modèle où on va transformer la compétence en quelque chose de très générique, et à la fin, on se retrouve dans une situation bizarre, qui est aussi le problème des grandes entreprises. Elles utilisent toutes les mêmes puces, les mêmes corpus de données, et elles ont les mêmes ingénieurs qui sont formés dans les mêmes écoles, qui ont réfléchi aux mêmes choses. Et donc, à la fin, c'est un peu comme dans l'armée des clones. Tout le monde a... Voilà, alors, vous savez, il y a ceux qui sont en blanc, ceux qui sont en tenue de jungle, ceux qui sont dans le froid, mais ça reste des clones. Et c'est un vrai problème. Et donc, la question qui est essentielle pour moi sur la question de l'intelligence artificielle, ce sera quelle est l'unicité, quelle est la singularité. Et puisqu'on était à donner des conseils, entre guillemets, développer sa singularité, même en tant qu'une entreprise, c'est la chose qui sera, à mon avis, la plus importante. Parce que faire ce que tous les autres savent faire n'a plus de valeur. Mais faire quelque chose d'unique, ça, c'est quelque chose qui a de la valeur.
Voilà, merci. Ah ben merci beaucoup Tariq, c'est très intéressant. J'ai bien aimé le mot bataille parce qu'on est vraiment dans la bataille des esprits. Le 21e siècle sera la bataille des esprits. Et ça, je pense que si on n'a pas ça dans la tête, je veux dire, on va passer à côté des choses essentielles. Et j'ai bien aimé la donnée, le prédictif, la culture. Et ça, je crois que c'est très important. On sera dans la bataille, dans le choc des cultures. Et le dernier point, finalement. Il faut peut-être être gogo, mais pas clone. Pas clone gogo. Voilà. Donc, Guy-Philippe veut réagir. Oui, alors je vais donner une réponse à la question que tu posais, Tariq. C'est qu'est-ce qui se passe lorsque les boomers, s'en vont et il faut que cette mémoire importante de l'entreprise soit maintenue. Hier, je discutais avec un ami, il travaille sur 2-3 projets dans l'assurance où précisément on a été capable de mettre en place des projets réussis d'IA générative où il y avait 5 à 7 personnes qui partaient à la retraite. On ne savait pas comment maintenir cette mémoire institutionnelle. On a mis en place ces projets-là. Et aujourd'hui, ce que je disais, commoditisation de l'expertise qui avant était coincée dans la tête de quelques sachants, eh bien, se retrouve et de façon très productive parce que l'entreprise a pu d'ailleurs augmenter encore plus le nombre d'appels d'offres pour lesquels elle participait, eh bien, se positionner. Donc, premier exemple, ça marche. Deuxième chose, je rebondis sur ce que tu disais et que j'évoquais également. Effectivement, on est dans des marchés et dans les marchés, il faut être capable de se différencier. Et donc, il va falloir chercher la réflexion à la frontière. C'est là où c'est intéressant parce que tout le monde va monter grâce à l'IA, mais à cause de la détermination compétitive du marché, il va falloir trouver le point de différence, le point local de différence. Et ça se voit également dans le cyber. Et là, je partage des conversations que j'ai eues avec certains camarades dans certains grands groupes dans le cyber, où aujourd'hui, de plus en plus, on cherche pas forcément la personne avec les meilleures expertises, mais celle qui va être capable le plus d'expérimenter, d'aller regarder les nouveautés, d'autant plus que dans le cyber, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi cet aspect d'adversarialité, d'affrontement contre un adversaire qui, lui, cherche toujours le point auquel vous n'avez pas pensé. Et c'est pour ça que le cyber est très intéressant là-dessus. Donc voilà, on est vraiment dans un moment où, oui, tout le monde, si il y a les efforts au niveau des entreprises et au niveau national, ce que j'évoquais sur les questions d'éducation et de formation permanente, parce qu'il y a une accélération et donc il faut une adaptation. S'il n'y a pas d'adaptation, il y aura des gros problèmes. Mais s'il y a, et on le voit dans le privé, oui, on est capable d'augmenter la productivité, et oui, il va, en même temps qu'on augmente toute sa productivité, eh bien, l'autre effet qui se coule, c'est il va falloir chercher la différenciation, et donc l'originalité, l'expérimentation, l'innovation, encore plus fortement qu'on l'a vécu au cours du dernier siècle industriel. Tariq veut répondre, et après, Émilie interviendra. Très brièvement, 2 choses. Quand je suis allé dans la Silicon Valley, j'avais toujours travaillé du hack, à plein de choses en France. Et quand je suis arrivé dans la Silicon Valley, il y a 2 choses qui m'ont particulièrement, j'allais dire, étonné et que je n'ai jamais revu quand je suis revenu en France après. Donc j'ai travaillé dans une des plus grandes entreprises qui était l'une des pionnières du cloud qui s'appelait Sun. Et j'y étais au moment où on allait lancer le langage Java, donc ce qui était une grosse contribution au monde de l'informatique. Et contrairement à des modèles que j'avais vus où c'était on disait les startups, maintenant c'est pour les très jeunes. Il y avait des gens très jeunes, beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité, de puissance, des gens qui maintenant ont mon âge et surtout des anciens développeurs. Il y avait un terme que j'ai jamais vraiment trouvé en France qui s'appelle senior développeur. Par exemple, le fondateur de Java, qui avait la 60aine quand je l'avais rencontré, ou même le créateur de l'Internet, Vint Cerf, avait des termes de senior. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'en fait, des gens qui avaient une expérience, alors les choses semblent toujours différentes, mais en fait, fondamentalement, on a les mêmes problèmes, parlent avec de la jeune génération. Il y a ce travail de mélange. C'est pour ça que ces boîtes réussissent. C'est pour ça qu'Apple réussit. Les responsables d'ingénierie, design, ont travaillé dans les années 70, 80, et ensuite travaillent avec des jeunes ingénieurs. Et ça, c'est fantastique. Il s'est passé une chose, par exemple, dans les microprocesseurs. Quand la première génération de microprocesseurs fabriquait des puces, il y avait des problèmes techniques qu'ils ont résolus. Et quand Intel a commencé à faire ses puces, les jeunes ingénieurs qui sortaient des écoles, très smart, ont commencé à réfléchir à plein de choses et se rendaient compte en fait que les puces ne fonctionnaient pas. Il y avait des erreurs qui n'étaient pas des erreurs logicielles, mais purement liées à de la physique.
Ils sont bloqués. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent des anciens de Texas Instruments. Ah oui, ça, quand je travaillais dans les transistors, on avait ce problème. Voilà comment on l'a réglé. Et c'est comme ça que les problèmes sont réglés. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, et aussi inquiétant, parce que l'IA va amplifier les personnes. Il y a des gens qui savent utiliser ça et qui vont l'utiliser parfaitement. Il y a des gens qui sont peut-être moins capables de le faire, pas parce qu'ils sont idiots, mais parce qu'il y a des gens, c'est une question de contrôle aussi. Il y a des gens qui sont prêts à tout donner à la machine et puis on va travailler, et des gens qui sont plus parcimonieux. Donc là, le vrai enjeu, ce n'est pas l'amplification des personnes, mais l'amplification d'une équipe entière. Et ça, c'est un enjeu qui est loin d'être résolu pour l'instant. Merci, Tariq. Merci pour l'éloge des seniors qui me va droit au cœur. Émilie. Oui, moi je voulais simplement rebondir sur la question de l'enjeu civilisationnel, parce que tout à l'heure on citait Sam Altman, le PDG d'OpenAI, pour qui l'avènement de l'IA générale vraiment va constituer une révolution pour l'humanité extrêmement bénéfique, et donc là on est vraiment dans le dogme à fond de la technologie. En fait ça va quand même à l'encontre de notre ADN. Je pense en particulier à Socrate, qui est en fait la culture du doute. On parlait tout à l'heure de l'esprit critique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette polarisation, cette utilisation des IA, elle est aussi le terreau formidable de manipulation de l'information, de la guerre cognitive. Et c'est un. Alors, je suis pas complètement d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure sur l'absence de caractère explicable de la décision humaine. J'ai écouté avec beaucoup d'intention hier Raphaël Enthoven, et je trouvais très joli ces métaphores autour de l'amour. Surtout, ne vous avisez pas de demander à la personne que vous aimez pourquoi elle vous aime, parce que dans les deux cas, la réponse, voilà, a priori, ne conviendra pas. Malgré tout, je pense qu'il faut revenir à un fondamental qui est la question de l'explicabilité des décisions, et en particulier la démonstration qu'on fait, évidemment qu'on a tous fait en mathématiques, et la capacité qu'a l'être humain de construire un raisonnement, de s'appuyer sur un raisonnement didactique, de questionner le monde qui l'entoure et d'expliquer un raisonnement. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. En tout cas, c'est, je crois, le bon vaccin contre les croyances, comme celle de la Terre est plate et plein d'autres. On va pas parler effectivement aujourd'hui de tous les sujets de manipulation de l'information autour des vaccins, tous ces sujets-là. Mais voilà, je pense que c'est un point important. Ce côté boîte noire, en fait, il doit nous rappeler que fondamentalement, notre capacité d'être humain, c'est celle de remettre en question les choses, de douter. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, comme disait Socrate. Voilà. Merci. Cécile, peut-être une... Oui, mais je vais peut-être aborder la question de la régulation, si on a un peu de temps. Bonne transition. Alors, clac. Transition, parce qu'en fait, la question, c'est... Et puis, on j'aimerais voit qu'il dire, faut pour reprendre l'être humain. La meilleure réponse, l'explicabilité du sentiment amoureux. Si vous voulez ne pas tomber dans la mauvaise réponse ou la bonne réponse, si vous avez la chance d'entendre un jour « Je t'aime parce que tu es si spécial. Je retrouve en toi des choses que je ne retrouve nulle part ailleurs. » Voilà, vous avez tout dit, ça vous permettra d'éviter les conflits. Et puis, ma foi, on parlait de différenciation. On parlait justement de ces contenus générés finalement qui vont générer une pensée unique. Là, vous restez dans le domaine de la spécificité. Tu es si spécial. Voilà. Bon, alors plus sérieusement, l'intelligence non féminin, mais les messieurs en sont dotés aussi, Dieu merci. Il y a plusieurs définitions de l'intelligence, évidemment, selon le domaine où vous vous situez, que ce soit scientifique, sociologique, philosophique, juridique. Non, juridique, il n'y a pas. Donc, en fait, c'est vrai que cette intelligence, il y a un dénominateur commun qu'on retrouve finalement dans toutes les définitions, c'est la capacité de s'adapter à son environnement, que je pense qui est le premier réflexe du législateur face à l'intelligence artificielle.
Je le rappelais à mes camarades d'intervention, nous sommes des juristes, nous ne sommes pas des techniciens, donc nous ne maîtrisons pas ce langage technique. On s'y intéresse, on étudie, on essaie de comprendre, mais on reste dans notre domaine de spécificité chacun. Donc, ce qui nous reste, c'est d'essayer de maîtriser l'environnement. Mais si on passe au cap supérieur de l'intelligence et de la pensée humaine, justement, c'est qu'on va chercher à adapter cet environnement à nos propres besoins. Et c'est peut-être ce qu'essaye de faire la loi, finalement. Et ça m'a interpellée parce qu'en préparant cette intervention, si je regarde les tentatives législatives, le premier rapport, parce que la volonté de reprendre la maîtrise, en fait, finalement, modifier l'environnement pour répondre à ses besoins, c'est quoi? C'est une volonté de maîtrise. Et ce qui est intéressant, le premier rapport de 2017 de nos parlementaires, en fait, a pour titre « Pour une intelligence artificielle maîtrisée ». Voilà. On se disait, là, il y a quelque chose qu'il faut saisir, le droit à horreur du vide. Utile à qui? Aux citoyens. Évidemment, l'article 1er de la loi informatique et liberté, il n'y a rien de nouveau, de 1978, alors adapté au RGPD en 2018, remodifié un peu après. L'informatique doit être au service du citoyen et non pas l'inverse. C'est pas à nous d'être au service de la machine, mais bien évidemment à la machine d'être à notre service. Et ce qui m'a intéressé aussi, si on allait plus loin, pour le rapport de Cédric Villani de 2018, c'était donner du sens à l'intelligence artificielle. Après, on va parler de stratégie. Après, on va parler d'éthique au niveau européen, jusqu'à la récente réglementation de l'IA Act de ce mois de mars, qui en fait va ensuite repasser devant le Conseil de l'Europe pour aboutir finalement dans quelques mois à une réglementation définitive. Mais en fait, c'est ça le point de vue, c'est-à-dire que est-ce que la pensée humaine est finalement en capacité de maîtriser l'intelligence artificielle au service du bien général, au service des citoyens? Parce que finalement, si c'est qu'au service des techniciens, on va vite en voir les limites. Et c'est vrai que par rapport à ça, il y a eu de nombreuses tentatives de légiférer. Il y a toujours une inquiétude du juriste parce qu'on attend de lui qu'il régule les rapports entre les citoyens. La loi n'est de quoi? De la confrontation entre différents partis politiques. Donc il y a un rapport un peu de, pas de violence, mais de confrontation en tout cas entre des mondes et des idées et des visions du monde qui sont différentes. Il va falloir faire émerger de cette confrontation quelque chose qui va être au service de l'intérêt général. Alors, est-ce que la loi est un signe d'intelligence? Est-ce qu'on peut lui faire confiance pour justement reprendre la main? Alors si on regarde les législations, moi je trouve qu'elles ne sont pas si mauvaises que ça. Je trouve que, au contraire, je trouve les législations plus claires qu'à une époque. Je trouve la législation sur l'IA plus intéressante que celle du RGPD. Parce que je trouve finalement qu'il y a un meilleur équilibre entre la volonté effectivement de protéger et à la fois de ne pas entraver l'innovation, parce que l'objectif aussi de réguler, c'est pas seulement un objectif sociétal, pour toujours conserver le lien qui nous unit tous, mais aussi pour contrer de manière dans une guerre économique, si c'est encore possible malgré notre retard, ce qui n'est pas évident, évidemment les États-Unis et la Chine. Et c'est vrai que par rapport à ça, la loi est là pour donner du sens. Alors on va vous procéder à des classifications. Finalement, on fait comme l'IA, on prend des contenus et on essaye d'en tirer des éléments qui permettraient effectivement de maîtriser tous ces risques. Donc on ne procède par classement de risques entre ce qui est inacceptable, ce qui est acceptable, ce qui l'est moins. On met des contre-mesures. Alors j'ai vu dans la revue Cyberleader hier qu'il y a une personne qui écrivait, c'était très intéressant, mais qui avait une vision que je ne partage pas. Elle disait oui, mais finalement de classifier en haut risque, bas risque, très haut risque, risque acceptable, inacceptable, ça n'a pas vraiment d'intérêt. En fait, c'est oublier que à l'intérieur de ces catégories, les choses vont évoluer, bien évidemment. Ce qui est fait de faire des montages, effectivement, sans le consentement de la personne, avec des propos, une animation vidéo qui sont déjà sanctionnés par le code pénal. Alors on a quand même un projet dans la loi qui visera à adopter ce IA Act au niveau national, puisqu'après il y aura une transposition dans notre loi nationale, une volonté de rajouter quand même, oui, mais ces montages pourront être réprimés quand ils sont effectués par un montage, quand le contenu est effectué par un montage algorithmique. Pourquoi pas, si ça fait plaisir. Moi je suis pas contre. Ce qui me pose vraiment problème, ce sont les droits d'auteur. Parce que l'IA générative, c'est quoi? C'est des contenus existants qu'effectivement on va compiler, on va en extraire peut-être le meilleur, qui va déterminer ce qui est meilleur ou moins bon. Bon, bref, ça dépendra comment c'est paramétré tout ça.
Mais là, c'est un véritable problème parce que ceux qui ont écrit des articles, et je pense notamment aussi aux journalistes, mais également aux écrivains, aux auteurs, comment on va déterminer dans un agglomérat de contenu qu'est-ce qui relève de tel ou tel auteur, de tel article de presse, etc. Et c'est ça, en fait, qui va poser problème. Et je trouve qu'aux États-Unis, les scénaristes, ou à ce niveau-là de protection des droits d'auteur, parce qu'on a des lois pour protéger les droits d'auteur, mais pour différencier au sein de ce que la réponse que va nous donner ChatGPT ou autre agent conversationnel, effectivement, ça va poser des problèmes. Et donc, pour moi, il y a un grand risque humain, c'est l'appauvrissement, en fait, de la pensée humaine, quoi qu'on dise, parce que ce sont des contenus du passé. La capacité humaine, l'intelligence, c'est aussi la faculté d'anticiper. C'est pas d'être dans un monde probabiliste ou dans un monde... Alors certains disent l'intelligence artificielle n'est pas que générative, elle peut être créatrice. Oui, mais que sur des bases du passé. Où est la fantaisie? Où est le sens de la dérision? Où est l'humour? Il y a quand même des choses irréductibles chez nous. Et on dit que il faut créer une IA de confiance. Alors on dit que la confiance est l'une des possibilités divines de l'homme. C'était de Monterland. Alors soyons divins, on verra ce que ça donne. Voilà, merci. Merci. Alors, ils pourront dire qu'est-ce qu'ils ont raconté à Philosophique? Ils ont parlé d'amour. Sandrine, à vous. Parce que c'est pas ce qu'on trouve en majorité sur Internet, l'amour. Ouais, moi aussi, ça me fait rire. Je vous enverrai regarder les articles pour savoir quel est le plus gros contenu sur Internet et puis vous trouverez vous-même. Juste un truc, pour rebondir sur la partie juridique, il y a toujours ces principes de précaution et ces principes de réparation. La responsabilité peut pas être portée uniquement par l'utilisateur. Et un truc qui se passe, mais qui est déjà là en fait pour d'autres sujets, c'est la responsabilité financière des producteurs de ces systèmes dans le cas où quelque chose se passe mal. Et ça, c'est un petit peu une des parties de la raison d'être juridique. J'aime beaucoup le juridique, c'est quelque chose qui me fascine. Là, il y a quelque chose qui est important, c'est toujours la même chose, c'est comment je vais réparer le mal que j'ai fait. Je ne peux pas empêcher de faire du mal, il y aura toujours quelque chose qui va mal se passer. Il y a une autre chose qui est un peu en parallèle de cette partie juridique et qui est hyper importante, c'est une partie normative. En fait, ça fait toujours suer la partie norme, souvent des normes tout à fait volontaires ou des normes qui s'appliquent. Alors aujourd'hui, il y a la première norme qui est sortie sur les managements des systèmes d'IA, qui est l'ISO 42001. C'est pour les fans. C'est le premier standard qui parle du management des systèmes d'IA. Et derrière, il va y avoir des publications d'autres normes qui vont justement parler d'explicativité, qui vont parler de robustesse, qui vont dire, oui, si vous me sortez un système d'IA, il va falloir que vous m'expliquiez, que vous sachiez pourquoi il répond ça. Ce qui embête beaucoup ceux qui sont producteurs de ces systèmes et qui vont dire, oui, mais moi, ça tue l'innovation, j'ai pas besoin de passer par ces normes. Alors moi qui aime beaucoup tout ça, les normes, c'est l'état de l'art, c'est aussi un moyen de mieux comprendre, c'est aussi un moyen de mieux faire, c'est des portées qui s'appuient sur les portées juridiques, donc c'est vraiment tout un système hyper important. Donc ces normes-là vont aussi avoir un gros impact sur les systèmes futurs et je trouve ça très important. On en revient, les systèmes d'IA, c'est pas individualiste. Il va falloir passer au-dessus à un moment. Tout n'est pas pour moi. Il va falloir qu'à un moment on pense à tout pour nous. Qu'est-ce que ça va amener nous à nos sociétés? Et c'est ça qui est intéressant. Une IA responsable chinoise, une IA responsable américaine et une IA responsable française. Je vous laisse voir. C'est pas la même culture, pas la même manière d'appréhender les choses, pas les mêmes logiques du tout juridiques, pas du tout les mêmes volontés sociétales. Alors, est-ce qu'on va arriver à quelque chose de général dans tout ça, de responsable pour tout le monde? Ça va peut-être être un petit peu compliqué. Et puis, je vais juste revenir sur un truc, parce qu'on parle beaucoup de conscience écologique. Conscience écologique, alors, on utilise des systèmes d'IA, mais est-ce que vous savez ce que ça utilise derrière comme ressources énergétiques? Ces fameuses puces, j'en parle juste après. Allez, l'eau, partons sur l'eau. Pour faire fonctionner des IA génératives comme ChatGPT ou Gemini, il faut des GPU, des CPU qui sont refroidis à l'eau. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Microsoft a indiqué, je regarde mes notes parce que je ne vais pas me tromper dans les chiffres, que la consommation d'eau des centres de données a progressé de 34% entre 2021 et 2022. Donc imaginez entre 2022 et 2023, et encore plus entre 2023 et 2024. Ça fait 6,4 milliards de litres d'eau en 2022. 2500 piscines olympiques. Juste pour faire fonctionner le système d'IA et refroidir ces fameuses puces, ces fameuses CPU, toutes ces ressources qui sont utilisées. Pour des systèmes qui utilisent des puces, alors je vous conseille d'aller voir comment est-ce qu'on fabrique des puces. Vous allez voir, c'est absolument horrible, absolument dégueulasse, des procédés chimiques qui sont assez costauds. Il faut des milliers de composants, des milliers d'interconnexions. C'est quelque chose il faut des grandes mines dans des pays dont on connaît l'origine. Donc du coup, il faut quand même le savoir. Chaque fois que vous utilisez ces ressources-là, à chaque fois que vous utilisez des ressources écologiques, à chaque fois que vous avez un impact écologique, ça c'est certain. Et à chaque fois qu'on va vouloir en rajouter, et ben à chaque fois, on va avoir des problèmes d'éco-responsabilité qui vont quand même être assez importants. Alors, faut y penser parce qu'on y pense tous aujourd'hui. Si vous allez mettre vos légumes dans des bacs, c'est intéressant de savoir aussi pourquoi vous faites ce prompt. À quoi ça sert? Est-ce que vous pouvez pas le faire aussi voir pour faire autrement? C'est cette notion de responsabilité qui je trouve est quand même importante à amener dans le cadre de notre utilisation personnelle, parce que si on s'intéresse à faire moins de kilomètres, mais que par contre on utilise ces systèmes pour tout ou rien, c'est quoi la balance? C'est là que ça devient intéressant. Et puis, je voulais juste faire une remarque. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des personnes qui sont fascinantes et qui sont des personnes qui travaillaient sur les systèmes d'intelligence artificielle dans les années 80. Je rebondis un peu sur le côté senior de tout à l'heure. Qui ont des discours. Alors vous trouverez plein de podcasts avec ces personnes-là. Il y a Françoise Soulier-Fogelman, qui est quelqu'un d'absolument fascinant que je vous conseille d'écouter, qui vous fera redescendre un petit peu de tout ça, de toute cette mode. Et il faut vraiment s'interroger sur tous ces systèmes, ce qu'ils utilisent, comment ils sont faits. Et effectivement, écoutez aussi les anciens sur ce sujet-là parce qu'ils ont beaucoup à dire. Et encore une fois, les normes, c'est vachement important. Et le juridique, c'est très important. Guy-Philippe veut réagir avant que je passe la parole à Tariq et on arrivera presque au terme de nos échanges pour que... On continue jusqu'à 16h, général. Pardon ? On continue jusqu'à 16h, général. On a plein de choses à dire. Oui, alors 3 petits points pour rebondir sur ce qui a été dit sur l'hypertrucage. Je ne connaissais pas, donc deepfake, hypertrucage. C'est sublime, voilà. Et je sais d'ailleurs que le ministère de la Culture réfléchit beaucoup à la traduction en français de ces termes anglo-saxons absolument abominables. Donc l'hypertrucage, le droit d'auteur et la question de l'explicabilité. Sur l'hypertrucage et donc les deepfakes, c'est vrai qu'on est confronté, et on l'a vu d'ailleurs ce matin avec ce qui a été fait par Magic Lamp, Raphaël Lessiri, sur ces images, ces éléments quasiment de visioconférence avec des fausses personnes. Il y a eu un cas extraordinaire à Hong Kong là-dessus, 25 millions de dollars qui ont été avec une personne qui était un responsable financier qui s'est mis dans la visioconférence et il y avait le patron, plusieurs patrons, ils disaient c'est très sérieux. Et on lui dit il faut faire ce virement de 25 millions de dollars. Et évidemment, c'était plein de deepfakes de personnes en ligne. Et c'est une très belle mise à jour de l'arnaque au président. Néanmoins, d'une certaine façon, on a toujours été confronté depuis très longtemps à ces questions du faux, avec tout simplement une technologie moins complexe que l'image, qui est celle du texte. Et il y a un point absolument fondamental, que ce soit dans la contre-arnaque, que ce soit d'ailleurs dans la désinformation, qui est celle d'authentifier la source et évidemment de choisir, quand on est dans la désinformation, des sources de référence. Et sur ce point-là, qui est quand même une forme d'élément qui peut être utilisé à tout, soit le texte, soit le deepfake, il y a probablement une réflexion à avoir, peut-être à un moment donné avec le régulateur, sur mettre en place des systèmes d'authentification fortes, de plus en plus répandus. C'est pas surprenant. Quand on a commencé à prendre la voiture, il a fallu 3/4 de siècle pour enfin imposer la ceinture de sécurité en 76, je crois, en France. Bon, peut-être que sur les questions d'authentification forte, même lorsque vous avez Guy Philippe que vous appelez au téléphone ou en visio, eh bien peut-être que in fine, il y aura ces systèmes-là qui seront là et qui seront demandés par le régulateur. C'est un premier point. C'est prévu en fait au niveau juridique. Eh ben c'est remarquable. Deuxième point sur le droit d'auteur. Alors moi, évidemment, j'y suis confronté de façon ultra directe, puisque j'écris aussi des romans.
Et là, faut le dire, c'est un débat qui pour moi est aussi très ouvert, parce que quand j'écris, je réutilise beaucoup. Je réutilise des formes anciennes, je réutilise des histoires. Le créateur qui est capable de vous dire, moi j'écris tout ex nihilo, il n'existe pas. Hein, c'est beaucoup de recombinaisons. Alors évidemment que la recombinaison elle-même doit être originale, intéressante, etc. Mais l'innovation comme la création, c'est la recombinaison. Et la question qui est posée, en fait, c'est à quel moment cette recombinaison est trop proche d'un original qu'il faudra aller rechercher. C'est une question qui est ouverte pour moi. Je vois l'exemple, ma sœur a une entreprise de mode, et dans la contrefaçon est une question extrêmement importante dans la mode, et par exemple, on va chercher s'il y a 7 points de comparaison qui sont exactement les mêmes, ça peut être un élément, c'est une question qui est ouverte. Mais voilà, il faut faire quand même attention à ce fait qu'il faut laisser de la recombinaison, parce que c'est comme ça que fonctionne la création. Et un troisième et dernier point sur lequel on a un petit peu discuté en préparation de cet échange, sur l'aspect d'explicabilité. Et donc, on est face, on l'a dit, à des systèmes qui ne sont pas des systèmes IT déterministes, mais des systèmes IT qui sont probabilistes dans les effets rendus. C'est une question ouverte à quel point on peut l'accepter. Je note simplement qu'il y a des industries où c'est déjà le cas. Dans le médicament, le biomédical, très souvent, on donne des composés chimiques ou organiques dont on n'est pas sûr à 100% de l'effet pour tous. Et on accepte un certain niveau de risque. Bien sûr, ça passe par des certifications et des tests. Vous êtes aux États-Unis, il y a au moins 3 phases pour que la FDA enfin vous approuve pour que votre médicament soit distribué dans le grand public. Et peut-être que là aussi, il y a des réflexions à mettre en place. Mais il est possible que sur certains types d'IA, on soit obligé d'aller vers des systèmes un peu de contrôle probabiliste, comme on le fait déjà pour les médicaments. Et peut-être que là aussi, il faudra mettre ça en regard par rapport aux bénéfices et aux risques, comme on le fait d'ailleurs dans le médicament. Voilà, 3 réflexions sur une évolution des régulations. Merci Guy Philippe. Et Tariq, le dernier mot, enfin, quand je dis le dernier mot, il peut y en avoir plusieurs, hein, mais avant que je passe la parole à Jean Peters. Alors, peut-être qu'il faut expliquer à la salle que nous avons modélisé ce panel avec une IA, et donc comme vous n'avez pas pu poser de questions, après, un chat vous sera livré, donc vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Non, j'allais dire plus sérieusement. Juste un petit point. On a parlé d'eau. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'eau est utilisée pour refroidir et elle est ensuite récupérée. Alors que dans le cas des puces, effectivement, faut comprendre qu'il y a dans les années 70-80, la France était leader dans ce qu'on appelait les terres rares. Il y avait Rhône Poulenc, ça n'existe plus. Mais à l'époque, quand on fait des terres rares, les terres rares, c'est simple, hein, c'est dans des mines existantes. Imaginez que vous prenez une baguette de pain et que vous essayez de récupérer la levure. Ben, c'est un peu ça, les terres rares. Alors, il faut de l'acide chlorhydrique, il faut plein de trucs. Après, on les jette dans la rivière. Et on s'est dit, ah, la Chine, pas mal. Salut. Et on a tout mis là-bas. Donc, d'une certaine manière, on a aussi compris que c'était des industries très polluantes. Et là, évidemment, l'eau qui est utilisée, elle est irrécupérable. Alors, on a parlé du consommateur, du droit du consommateur, et c'est vrai qu'il y a une chose qui est très intéressante, le droit d'auteur, moi j'y reviens pas, mais il y a des exceptions dans la régulation sur le domaine militaire. Et depuis quelques années, on a changé de monde. On est passé de ce qu'on appelait la dualité, où les applications militaires et civiles étaient clairement différenciées. On a utilisé les technologies d'abord dans le militaire et ensuite les civils ont découvert qu'on pouvait aussi les utiliser. Mais aujourd'hui, on a changé de monde parce qu'on est dans un domaine de l'hybridité, c'est-à-dire que désormais, le militaire et le civil utilisent les mêmes outils. Quand pendant la guerre en Afghanistan, par exemple, les soldats ont eu l'autorisation d'utiliser les réseaux sociaux en conflit, c'était une des premières fois. Quand ils étaient face aux talibans, il fallait discuter, on discute toujours avec les gens d'en face, il faut trouver une façon de le faire. On a commencé à utiliser Facebook et les réseaux sociaux. Et donc, soudain, des réseaux civils sont devenus des vecteurs. Ce qui est intéressant, c'est que récemment, les États-Unis, évidemment, sont inquiets par l'utilisation militaire des technologies type ChatGPT.
La première des choses qu'elles ont faites, c'est de regarder la liste des clients. Elles ont demandé, exigé la liste des clients de ChatGPT, Microsoft, Google, etc. Et on dit, bon, ben, ces gens-là en Russie, ces gens-là en Chine, vous les bloquez. On n'a pas forcément besoin de la dissémination, hein. Le GRU ou les services de renseignement russes prennent un compte ChatGPT et utilisent la technologie pour $20 par mois. Donc et donc on se retrouve dans une situation qui est complexe parce qu'évidemment il va y avoir, je vais utiliser un terme qui n'est absolument pas valide, des bugs, on va dire des absences peut-être dans les IA parce que parfois on ne sait pas pourquoi ça se passe, parce que parfois on a fait des choses, on a mal programmé, on a été trop vite. Il ne faut pas oublier qu'on va dans une civilisation qui va trop vite dans la production de logiciels essentiels. Mais aussi, ces outils vont être utilisés à des fins militaires, à des fins de terrorisme, ce que j'appelle les vrais méchants, qui sont, je pense qu'on a tous compris qu'on est dans un monde aujourd'hui où il y a des vrais méchants. Et là, malheureusement, le droit ne peut pas grand-chose. Et ça va être complexe. Et c'est vrai que c'est à la fois la hantise des acteurs commerciaux, parce que d'une certaine manière, on veut vous vendre des produits de productivité. Ce que veut faire ChatGPT, c'est le super stagiaire qui s'occupe de tout. Vous le payez 20 €, il fait la traduction, la simplification, il envoie les emails. Il fait pas le café, mais peut-être qu'un jour ça sera le cas, avec la bonne API. Mais fondamentalement, c'est ça qu'on veut. Or, ces outils sont des outils de pouvoir, de puissance, et donc les gens qui veulent avoir le pouvoir vont les utiliser. Et ça, j'allais pas dire que c'est un trou dans la raquette, c'est un trou dans la raquette qui était connu à l'avance et pour lequel on ne peut rien faire. Et là se pose la question, qui est une question dans laquelle je pense que les militaires ont pas mal d'avance, parce qu'ils réfléchissent à la guerre autonome et à des choses comme ça. Quelles vont être les nouvelles règles d'engagement? Quelle est l'éthique dans un monde numérique? Parce que malheureusement, cette éthique qui existe dans le monde militaire, ou enfin qui devrait exister dans le monde militaire, parce que les guerres sont toujours sales, malgré ce que l'on dit, désormais, comme le terrain d'action va être un terrain civil, vont se poser, ce sont des questions, et ça, c'est une des véritables questions, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans un monde qui est blanc ou noir, on est dans un monde qui est gris, et les IA, alors on parle de matière grise et à bon escient, vont être, j'allais dire, à l'intersection de ces deux mondes, pour le meilleur souvent, mais malheureusement souvent pour le pire aussi. Ben merci beaucoup, Tariq. Il fallait pas révéler un secret. Oui, le panel a été constitué par une intelligence artificielle. Pas l'intelligence artificielle classique, pas l'intelligence artificielle générative, pas l'intelligence artificielle générale, l'intelligence artificielle du général. Jean. Bon, en général, vous me demandez de faire une synthèse de tout ça. Et bon, c'était vraiment une table ronde passionnante mais qui aborde différents sujets, plusieurs sujets. En effet, déjà, le terme d'intelligence artificielle pose déjà la question de ce que c'est que l'intelligence, voilà, et vous l'avez abordé. C'est un anglicisme, hein, avec au moins deux sens particuliers. En fait, celui de ce qui est de l'ordre de l'information, de la construction de l'information. Et donc, on arrive sur des questions de langage, mais pas que, parce qu'il y a du son, il y a de l'image. Et donc, ça pose des questions de qu'est-ce que c'est que la pensée, comment est-ce qu'on construit le sens, etc. Et de l'autre, qui était évoqué aussi sur cette question de l'intelligence, mais de l'agilité, je vais dire, intellectuelle, à analyser, à réfléchir, à s'extraire aussi un certain nombre de données. Et donc il y a au moins ces deux choses en effet dans la question de l'intelligence artificielle. Et puis évidemment il y a la question de l'artificialité, c'est-à-dire que en effet on est dans une société de numérisation galopante qui pose à la fois des problèmes, des défis, des intérêts qu'on ne soupçonnait pas avant. Et puis dans ce qu'on entend, il y a des questions que se posent alors à la fois les philosophes et aussi les linguistes, dont c'est le métier de parler de la langue, mais qui font suite à des gens qui étaient des philosophes avant, et avec la question de mais qu'est-ce qui se passe quand je dis quelque chose, voilà. Et en fait, quand on dit quelque chose, c'est jamais que des mots. Voilà. Il y a toujours du sens, donc il y a toujours la construction d'une certaine
réalité. Et d'une certaine façon, en effet, le langage est à la fois la réflexion de la réalité, mais aussi il construit cette réalité. Sinon, vous ne lisez pas de la fiction. La fiction, c'est pas la réalité. Le propre de la fiction, c'est justement de construire une réalité à partir de choses qui n'existaient pas avant ou que vous avez remises ensemble. Et donc, l'intelligence artificielle est reconstruite de la réalité comme d'autres choses le font, mais d'une façon qui pose question, quoi. Et quelque chose qui est, en effet, qui est évoqué dans ce que vous dites, c'est la question aussi de la socialité. Le langage fait de la socialité. Comme il n'en fait pas aussi. C'est-à-dire que si vous parlez pas aux gens, si vous leur lancez des gros mots, c'est tout simplement ça va pas, quoi. Et donc cette question de la socialité, elle est là. Comment est-ce qu'on fait de la socialité? Comment on se pose comme individu? Comment on se pose aussi comme groupe? Voilà. Comment est-ce qu'on crée de l'idéologie ou pas de l'idéologie? Voilà. Comment on se situe? Et elle est posée à la fois aux individus, aux groupes, aux sociétés, etc. Et cette question, elle est présente, en effet, dans l'intelligence artificielle. Alors, c'est récent, c'est nouveau, et ça pose plein de questions. On ne sait pas trop comment faire. Et le fait que ce soit du numérique pose aussi cette question de la réalité. Enfin, vous êtes tous montés dans un ascenseur. On est des fois gênés dans un ascenseur, on ne sait pas quoi dire. L'ascenseur crée de la socialité. Voilà. Vous allez sur une plage, vous mettez en maillot, il n'y a pas de problème, vous avez la tête moitié nue, il n'y a pas de problème. Mais vous ne baladez pas ici en maillot, quoi. Voilà, les mêmes personnes, etc. Donc les lieux, etc., l'artificialisation crée aussi un type de socialité. Donc la question qui est posée aussi, c'est à travers ça. Et elle est évoquée aussi à travers le droit et à travers les normes. Voilà. Vous avez évidemment la question de valeur. Qui dit valeur dit du bien, dit du mal, dit des dommages que vous allez peut-être créer, de la réparation de ces dommages. Et évidemment, aujourd'hui, cette question, elle est posée aussi à travers, l'intelligence artificielle. Il y a des normes. Voilà. Je vais prendre un exemple. J'ai vu un article récemment sur, tout le monde utilise Windows. Tout le monde utilise PowerPoint. Le fait d'utiliser depuis des années PowerPoint, Windows, vous formate la façon dont vous vous exprimez, quoi. Ça vous crée un schéma de pensée. Et si je prends le volet un peu social, excusez-moi, mon général, comment est-ce qu'on reconnaît un Français à l'étranger quand il explique quelque chose? C'est simple, il y a 3 parties dans son développement. Et chaque partie, elle est divisée en 3. Je veux dire, on est formaté comme ça. Voilà. Et honnêtement, c'est caractéristique, c'est typique, et ça peut être caricatural, quoi. Mais ce que je veux dire par là, le fait que l'on ait des textes qui nous sont proposés, d'une certaine façon, forcément, formatent la façon dont on attend le raisonnement et dont on va dire les choses. Après, on a parlé d'éducation. Alors, l'éducation, ne pas oublier que c'est pas seulement des élites qui sont capables de s'auto-former, etc. C'est les masses, vous l'avez évoqué. Comment est-ce qu'on fait avec des centaines de milliers de personnes qui sont, pour certaines, illettrées, voilà, d'autres qui vont être forcément des retardataires, d'autres qui n'iront pas aussi vite. Comment on fait avec ces personnes-là pour prendre une certaine distance? Et par rapport au texte que l'on a, aux images que l'on a, se souvenir que ce qui fait le langage, ce qui fait la pensée, c'est pas ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est comme un outil, une bouteille. Je veux dire, je ne boirai pas ma bouteille comme ça. Ce qui fait l'outil, le langage, c'est la capacité à l'analyser, à s'abstraire. Vous mettez une fourchette à une poule, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà. Mais nous, voilà, l'outil implique une certaine abstraction. Et donc, ce que vous avez utilisé implique une certaine abstraction. Et donc, un type de compréhension. Et on arrive à les questions d'éducation. C'est comment, à partir de documents que l'on a, on est capable d'analyser des choses qui sont peut-être fausses, qui ne sont pas vraies, etc. Voilà, je ne vais pas continuer, mais c'était vraiment passionnant. Il y a plein de choses à raconter sur ce sujet en général. Voilà ce que je peux dire en résumé. Merci Jean pour cette synthèse remarquable. C'est vrai qu'une fourchette donnée à une poule, ça sert à rien. Mais une poule sur une fourchette, ça nous fait penser que c'est l'heure du déjeuner. Merci à vous et aux philosophiques de l'année prochaine. Je suis sûr qu'on va parler de confiance. C'est mon petit doigt qui me le dit. L'année prochaine, le thème du FIC sera concentré sur la confiance. Et vous verrez, ça sera assez paradoxal parce qu'on va dire, pour que j'ai confiance, il faut que je commence par ne pas avoir confiance. Le zéro trust pour la confiance. Et c'est ça, finalement, le paradoxe qui sera le thème du FIC l'année prochaine. Je vous le dis, c'est un secret, mais maintenant il est divulgué. Allez, à bientôt.